Bonjour à tous. Avant de commencer ce nouvel épisode, quelques infos sur les prochaines publications de la capsule de l'espace. Comme j'ai pu l'annoncer sur mes réseaux sociaux il y a quelques jours, je vais ralentir la cadence et ne publier à partir d'aujourd'hui qu'un épisode par mois. Parce que je tiens à vous proposer un contenu travaillé, élaboré et je l'espère de qualité, et que tout ça prend du temps. Heureusement, je vous offre quand même une contrepartie. Depuis presque un an, la capsule de l'espace a un site internet. Un site sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes gratuitement, mais aussi un site sur lequel je publie régulièrement des articles. À partir de ce mois d'avril, donc, je vous propose un épisode par mois et un article publié entre chaque épisode. Voilà qui nous permettra de garder notre rythme habituel avec une publication écrite ou audio tous les 15 jours. Et si vous voulez venir prêter main forte dans la rédaction d'articles, la participation à la réalisation d'épisodes, je vous attends. N'hésitez pas à me contacter en vous rendant directement sur le www.lacapsuledelespace.com. Cette pré-intro est déjà beaucoup trop longue, place à l'épisode. Prenez place, on s'installe dans une navette spatiale, mais pas n'importe laquelle. On découvre aujourd'hui une navette européenne. Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Si je vous parle de navette spatiale, certains d'entre vous se souviendront certainement des américaines Discovery, Columbia, Challenger, même si le nom de certaines d'entre elles sont associés à jamais à des drames épouvantables et des pertes humaines tragiques, elles ont tout de même largement contribué à l'évolution de l'exploration spatiale. Les Européens, plutôt en retard dans le transport d'équipage dans l'espace, décident eux aussi de se lancer dans un projet similaire, le projet Hermès. De l'assemblage de la Station spatiale internationale au déploiement et à la maintenance régulière du télescope spatial Hubble, les navettes américaines ne manquaient pas de mission. Les soviétiques, à l'époque, l'avaient bien compris. Eux aussi ont mis au point leur propre navette, Buran. Cette dernière ne fera finalement qu'un seul vol orbital, sans équipage, avant de voir son programme abandonné par manque de moyens. Depuis quelque temps, l'Europe veut elle aussi disposer de moyens techniques et matériels pour envoyer leurs propres astronautes dans l'espace et ainsi ne plus devoir dépendre des géants pionniers dans le domaine et non moins rivaux en cette période, d'un côté les États-Unis et l'Union soviétique de l'autre. Deux hypothèses sont alors étudiées, la capsule, utilisée depuis longtemps déjà, et la navette, petite nouveauté dans le transport spatial. C'est bien le deuxième choix qui fera mouche auprès des équipes du CNES. Projet étudié dès 1975 par le Centre national des études spatiales, il sera repris par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, une dizaine d'années plus tard. La navette dispose de nombreux avantages face à la capsule. Elle est plus confortable, plus spacieuse et elle peut aussi s'avérer nettement moins coûteuse, car réutilisable. Le tout premier véhicule spatial réutilisable européen s'appellera Hermès. Bien que le projet reste moins ambitieux que les navettes américaines, les premières esquisses prévoient de voir embarquer jusqu'à 3 membres d'équipage et près de 400 kg de fret. Initialement, les plans prévoyaient de faire décoller la navette européenne au sommet d'un lanceur Ariane 4. Ariane 4 était alors la grande réussite d'Arianespace. Mais le profil d'Ariane 5 se dessinant progressivement, les plans vont quelque peu évoluer. La future et première version d'Ariane 5 dispose d'une capacité d'emport de 10 tonnes en orbite basse. Il est donc possible de devenir plus audacieux. Hermès évolue donc progressivement et en suivant les perspectives d'évolution de son lanceur. Grâce à ce changement, la navette devait permettre, selon les plans améliorés, d'accueillir de 4 à 6 passagers et plus de 4 tonnes et demie de charge utile, le tout dans un volume pressurisé de plus de 30 mètres cubes, cabine de pilotage et soute comprise. Les retouches vont être nombreuses et fréquentes au fil du développement de la navette Hermès. L'un des principaux objectifs de la navette était de permettre à des équipages européens de rejoindre la future station orbitale française. Oui, Solaris, pour station orbitale et laboratoire automatique de rendez-vous et d'intervention spatiale. Elle devait être lancée à la fin des années 80. Le projet Hermès, alors chiffré à 10 milliards de francs, avance jusqu'au test en soufflerie.
Tout ou presque est étudié. Lancement, atterrissage. Le début des années 1990 devrait, selon le calendrier fixé, voir décoller la première navette européenne. Mais si vous n'avez aucun souvenir de cette fameuse navette Hermès ou d'une station spatiale française, c'est certainement parce que ni l'un ni l'autre n'a vu le jour. Les ambitions sont grandes pour l'Agence spatiale française, mais le CNES n'en a pas les moyens. La seule solution pour espérer voir le projet aboutir est donc de se rapprocher des agences spatiales voisines, notamment les agences allemandes et italiennes. Au même moment, ces deux agences travaillent elles aussi à la conception d'un module de station spatiale, Columbus. Le CNES, plutôt que de travailler seul à la conception de sa station spatiale française, préférera rejoindre le programme de leurs voisins. Mais elles aussi se heurtent au problème de transport de leurs astronautes. Si les Européens veulent se rendre en orbite, il va falloir commercer avec l'un des deux géants, les USA ou l'URSS. Le projet du CNES et celui des agences spatiales allemandes et italiennes sont donc largement complémentaires. Le nom de Columbus ne doit pas vous être étranger. Sur proposition des Américains, l'Europe se voit associée au programme de la toute nouvelle station spatiale internationale. Elle est alors appelée Freedom. La station Columbus devient donc rapidement un module européen encore aujourd'hui rattaché à l'ISS. Avec ce projet de station spatiale internationale, beaucoup de pays membres de l'Agence spatiale européenne ne voient plus le réel intérêt d'une navette spatiale. Si les Américains utilisent leur propre navette pour s'y rendre, pourquoi ne pas y aller avec eux ? Si la France tient à sa navette Hermès, il va falloir commencer le développement seul. Le CNES espère voir ses homologues européens financer le projet à hauteur de 50%. Lancée dans le développement, la France fait appel à deux sociétés, Dassault et Aérospatiale. Quand la première s'occupera de l'aérodynamisme de l'appareil, de la protection thermique et des systèmes de vol, la seconde se chargera de la logistique et de l'avionique. Si Aérospatiale n'a pas trop de mal à travailler sur le projet, Dassault rencontre plus de difficultés. Si leur travail consiste à faire en sorte que l'avion vole, il pourrait être intéressant qu'il résiste aussi à une rentrée atmosphérique. Et simuler une rentrée atmosphérique, c'est franchement pas facile, même en soufflerie. Le CNES décide donc de construire une maquette à l'échelle 1/4 de la navette. Une conception de cette réplique a un coût, près d'1 milliard de francs supplémentaires. Alors que la France peine à mobiliser ses voisins européens pour la suivre sur le projet Hermès, un imprévu plutôt embarrassant arrive de l'autre côté de l'Atlantique. En 1986, la navette Challenger se désintègre au-dessus de la Floride peu de temps après le décollage. Il n'y aura aucun survivant, et pour cause, la navette américaine ne disposait d'aucun système d'éjection. Après cet accident, la navette Hermès est à nouveau redessinée. On lui ajoute une capsule éjectable, utilisable jusqu'à Mach 7. L'ajout de ce système alourdit énormément la navette. Les plans doivent être à nouveau revus pour limiter le nombre de passagers à 3 et la charge utile à 3 tonnes. Les portes de soute, semblables aux navettes US, sont elles aussi abandonnées. Impossible donc pour la navette de lancer une charge utile en orbite. Toutes ces modifications font grimper la facture et poussent le CNES à abandonner le projet de maquette à l'échelle 1/4. Ce seront finalement les tout premiers exemplaires qui serviront de test. En 1987, la première maquette à taille réelle est présentée au Salon du Bourget. Elle fera grande impression et beaucoup remarqueront une forme étrange à l'arrière. Un module plutôt disgracieux pour une navette a dû y être ajouté. À force d'avoir été redessiné, l'Hermès n'avait plus suffisamment de place pour accueillir l'ensemble des composants nécessaires au vol, les moteurs orbitaux, les systèmes de température et d'arrimage, les réservoirs de carburant, d'oxygène et d'eau. L'ensemble de ces éléments ont donc été ajoutés dans un module à part de la navette, à l'arrière. Un module qui sera relâché juste avant la rentrée atmosphérique. Car si ces éléments sont indispensables au vol, l'avion doit rester le plus léger possible lors de son retour sur Terre. À l'image de la navette américaine, une fois dans l'atmosphère, Hermès, c'est un planeur. La navette se compose donc de 2 modules. En fait, non, de 3 modules. Le 3e module n'est ni plus ni moins que le dernier étage de son lanceur, l'Ariane 5. Et c'est là que le terme d'avion spatial réutilisable perd de son éclat. Sur 3 modules, 2 seront largués à chaque vol.
Quand l'ESA, l'Agence spatiale européenne, s'empare du sujet, elle en vient aux mêmes conclusions. Elle propose donc de se séparer du système d'éjection au profit de simples sièges éjectables, moins performants, mais nettement moins contraignants, moins imposants et surtout moins coûteux. Toutes ces adaptations, ces améliorations, retardent non seulement le projet, mais elles alourdissent considérablement le budget. De 10 milliards de francs au départ, Hermès devrait coûter plus de 40 milliards. Bien que le CNES décide d'étaler l'avancée du projet dans le temps pour amortir l'importance des coûts, en 1992, l'Allemagne se retire du projet. Et l'Allemagne, c'était, après la France, le deuxième plus grand financeur. Les 2 semaines qui ont suivi, des solutions ont tenté d'être trouvées pour sauver le programme. Mais rien à faire. Le projet ne peut être financé sans l'aide de l'Allemagne. Le 23 novembre, les États membres de l'ESA annoncent la fin du programme Hermès. Des projets annexes et nettement moins coûteux sont annoncés en remplacement. Le premier étudiera la possibilité de faire décoller des équipages vers l'orbite basse à bord du CTV, semblable à une capsule on ne peut plus ordinaire. Elle non plus ne verra finalement jamais le jour. La seule chose réellement née de l'arrêt du programme Hermès, c'est l'ATV, un module cargo qui ravitaille régulièrement la Station spatiale internationale encore aujourd'hui. Le projet de navette européenne a bien tenté d'être récupéré dans les années 2000 par Swiss Space System, une société privée suisse. Elle reprend alors les plans de la navette historique et tente de la faire naître une bonne fois pour toutes. Une société qui n'aura pas les moyens de ses ambitions et qui fera faillite au bout de quelques années seulement. Réel problème économique ou raison purement politique, l'Hermès aura fait les frais de la complexité de la coopération internationale. Une coopération qui nous permet bien souvent d'avancer, mais qui peut aussi nous pénaliser lourdement dès que le moindre grain de sable s'introduit dans l'engrenage.